Merci mesdames, messieurs de ce colloque fort intéressant. Merci à l'Académie, merci à tous les participants. Je voudrais à mon tour souligner la dynamique collective qu'on a autour de la filière qui se construit chaque jour avec l'interprofession, avec les outils que le législateur a prévus du PNRFB, du DPRFB. Je me souviens du débat où il a fallu imposer à l'époque les débats publics, la consultation du public, parce qu'il y avait ce problème d'appropriation des objectifs par la société qui est fondamental. Je pense que ce colloque est fort bienvenu, et moi ce que j'en retiens dans un premier temps, c'est que j'ai entendu beaucoup d'arguments pour la plantation, j'allais dire pour les plantations. J'ai entendu des discussions sur les motivations, sur les choix, les essences, les techniques. Mais j'ai entendu personne, et c'est heureux, essayer d'expliquer pourquoi il ne fallait pas planter. Pour quelles raisons on pourrait aujourd'hui se passer de cette technique de sylviculture. Et je pense que c'est tout à fait symptomatique, parce que, à l'instar de la fable de La Fontaine, conservateur des eaux et forêts bien connu, qui met Ramina Grobis en scène pour mettre d'accord les deux rats qui se disputent, entre ceux qui protègent et ceux qui exploitent, le climat va mettre tout le monde d'accord. Si l'homme n'agit pas, eh bien la forêt qu'il protège va sous ses yeux subir l'agression climatique et vraisemblablement souffrir énormément avant de s'adapter, peut-être dans des délais que personne ne connaît. Si celui qui veut exploiter continue de faire la même chose qu'hier, avec les mêmes techniques qu'hier, eh bien il risque fort, lui aussi, de voir l'ogre climatique dévorer ses espoirs. Alors il fut un temps où nous étions peu nombreux et où nous pouvions nous considérer comme des petits despotes sans beaucoup de puissance, ayant le droit de tout faire. Et vous trouverez d'ailleurs dans les Écritures ce temps qui est écrit où la nature est à la disposition de l'humanité. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que quand même, c'était mieux d'être un despote éclairé, d'essayer d'organiser les choses pour en tirer le meilleur parti. Mais néanmoins, on restait consommateur d'espace, défricheur, récolteur, cueilleur, tout ce que vous voulez. Et puis, l'espèce humaine augmentant en nombre, nous nous sommes aperçus, et là aussi, dans les réflexions de nature spirituelle, on trouve cette évolution, que nous étions plus une forme de partenaire d'une nature dont nous étions nous-mêmes partis. Mais ce temps est révolu. Nous avons touché la machine. Le changement climatique, quoi qu'en pense le futur nouveau président des États-Unis, ça existe. Ce n'est pas une invention des Chinois. Ça existe. Et c'est notre responsabilité. Donc nous avons touché à la machine qui produit ce que nous récoltons. Donc il est de notre devoir, non pas d'arrêter d'agir pour regarder tristement les résultats de nos erreurs passées. Il est de notre responsabilité de mettre en œuvre tous nos savoirs, et encore de les accroître par la recherche, pour essayer de venir en aide à cette partie de nature qui nous sert bien. Autrement dit, la forêt, elle a été très 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 longtemps à notre service, avec de plus en plus de finesse et de technicité. Il est temps que nous soyons aux siens, parce que sinon, elle ne pourra plus nous aider à faire face par ses produits, et notamment le bois, aux effets du changement climatique. Alors devant cette exigence-là, eh bien, c'est évident, nous ne pouvons nous passer d'aucune technique. Il y a eu ce matin un exposé très intéressant sur la manière d'organiser la recherche-développement pour savoir comment utiliser la plantation comme outil pour adapter la forêt, avec des transferts de semences, avec éventuellement des introductions d'espèces, et comment faire pour juger, pour apprécier ce qui se passera dans 5 ans, dans 50 ans. Voilà une première raison. Il faut planter parce que sans doute, c'est un des outils d'adaptation de la forêt. On a vu tout à l'heure des préoccupations plus économiques.
Eh bien, je dirais pour ceux qui pensent qu'il faut, et il le faut, conserver aussi une forêt résiliente, voir si elle ne serait pas capable, après tout, de s'adapter plus vite que je ne le crois aujourd'hui. Il est sans doute utile de fournir le bois nécessaire à la substitution aux énergies fossiles et aux matériaux non renouvelables, en intensifiant la production dans certaines parties de la forêt. Certes, je ne suis pas partisan de la forêt protégée d'un côté et de la forêt chantier de l'autre. Toute la forêt produit toutes les aménités et tous les bienfaits que toutes les forêts produisent. Mais spécialiser certaines parties plutôt vers tel objectif ou plutôt vers tel autre objectif est pertinent. Et toute la rentabilité d'une forêt plantée, cultivée, lorsqu'elle est intensément productive, c'est autant de soulagement pour des endroits qui sont plus fragiles et dans lesquels, certes, il faut quand même intervenir, mais avec plus de délicatesse. Donc même quand on est amoureux de la forêt à laquelle personne ne touche, on doit soutenir la plantation pour ces deux raisons. Premièrement, parce que c'est sans doute une des meilleures façons d'avoir toujours sous nos yeux une forêt que nous aimerons regarder. Et deuxièmement, parce que là où elle sera productive, la forêt plantée permettra de développer les autres aménités de façon plus équilibrée ailleurs. Voilà pourquoi, depuis ce matin, je n'ai entendu personne expliquer qu'il ne fallait pas utiliser de manière tout à fait moderne, de façon intéressée, de façon intéressante également, l'outil de la plantation. Et c'est pour ça que ce colloque, il est particulièrement pertinent, et c'est sans doute parce que l'urgence climatique qui vient faire se rejoindre les exigences environnementales, les exigences économiques et les exigences sociales. C'est pour ça que cette urgence climatique fait que ce colloque sur la plantation, qui est un des outils, est parfaitement pertinent et se déroule dans un climat de débat constructif et non pas d'anathème et de défense de points de vue arrêtés à l'avance. J'ai été, comme vous, frappé et très intéressé par l'exposé sur la communication, les outils de communication balistique et cognitive. Alors, j'aime les anecdotes, même en fin de journée. J'ai fait quelques campagnes électorales dans mon existence, je peux vous garantir. Alors, dans une campagne électorale, on a en général deux outils. L'affiche et le 4 pages. Pour tous ceux qui ont fait des campagnes, le 4 pages, c'est quelque chose de formidable. Alors, l'affiche, c'est balistique, on ne peut pas plus. Hein. Mettez 3 mots, c'est déjà trop long. Il vaut mieux mettre son nom. Hein. Je crois que même un ancien Premier ministre l'a appris à ses dépens. Il vaut mieux mettre son nom sur les affiches quand on est candidat. Ça a un effet moyen, mais enfin, comme tout le monde en fait, si vous n'en faites pas, vous perdez un peu de terrain. Bon. Et puis, alors, il y a le 4 pages. Pour moi, le 4 pages, c'est une horreur. Il m'en faut 8, il m'en faut 12. Je finis par 4. J'ai transigé à 6 avec un double rabat. Des fois, on y arrive. Et tous mes électeurs, tous mes supporters, tous les gens qui font campagne pour moi me disent toujours « mais c'est trop long, les gens lisent pas ». Le conseil le plus avisé qui m'a été donné là-dessus, c'est un ami qui l'a plié en deux, mon 6 pages, puis qui l'a touché comme ça en me disant « c'est vraiment idéal pour poser la casserole sur la toile cirée, sans brûler la toile cirée. Si on voit ta figure tous les jours en posant la casserole de lait ou de café, t'as gagné les élections ». Il a eu raison. Donc, ces problèmes de communication, on les a à tout propos et à tout moment. Et je pense que c'est un axe majeur. François Forel l'a compris, mais il me semble que nous devrions tous faire un effort considérable en termes de concept. Nous n'avons pas Thalassa à propos de forêt. Nous n'avons pas le terrain éducatif, le terrain sur lequel on peut après semer des idées. Nous balançons des idées sur un terrain aride, non préparé. Ben, la plantation ne va pas bien marcher. Donc il faut nous préoccuper du terrain. Il faut aller dans des endroits où on n'est pas forestier. Il faut utiliser la disruption pour attirer l'attention et rentrer dans le détail. Il faut se donner une légitimité. L'office en a une. Mais l'office se parle trop à soi-même. L'office
est identifié, même parfois trop. Les gens pensent que toute la forêt relève de notre compétence parce qu'on est les seuls à être en uniforme sur le terrain. C'est pas vrai. Mais néanmoins, moi, en tant que président de l'Office et à la suite d'un colloque comme celui-là, je peux vous dire que nous devons aussi mettre notre image au service de la communication de l'ensemble de la filière et sur les techniques de sylviculture et sur les techniques de plantation, être à l'avant-scène en matière de recherche-développement pour montrer que, encore une fois, la plantation, ça n'est pas simplement une alternative à faire autre chose que ce qu'on faisait avant, c'est un outil moderne, c'est un outil qui va se développer et nous devons être à l'avant-scène de la communication forestière. J'y suis prêt. L'Académie, manifestement, fait un gros travail, mais regardez, réécoutez l'exposé que je citais tout à l'heure sur la recherche-développement, sur le problème de l'introduction de nouvelles essences pour faire face au changement, d'adaptation, de transfert de graines, etc. Et faites-le écouter après un bon repas de famille. Eh bien, vous allez mesurer toute la distance qui nous reste à parcourir entre une communication entre experts, qui est déjà complexe, et une communication mainstream vers l'ensemble de la population pour que les gens comprennent qu'il faut récolter tous les bienfaits de la forêt. C'est un devoir. Et que pour continuer de le faire, nous devons nous mettre, encore une fois, avec toutes nos techniques, dont la plantation, au service de cette forêt qui, dans notre pays, n'a pas grand-chose de naturel. Elle est la plupart du temps faite de main d'homme. Les plus beaux chênes devant lesquels on se prosterne sont le fruit d'un travail acharné. Et rien que de dire ça, c'est déjà éveiller l'intérêt de nos concitoyens. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers amis, la plantation, c'est un des instruments de l'orchestre, et je n'ai jamais entendu un chef d'orchestre dire qu'il fallait privilégier les cordes, ou les cuivres, ou les percussions. Il faut que tout le monde joue juste la bonne partition pour faire de la belle musique face au changement climatique qui sinon imposera le silence dans nos forêts. Merci.